Bonjour, merci encore habitués et non habitués d'être là aujourd'hui pour cette 4e conférence du cycle consacré au Front populaire. Je vous rappelle que les conférences sont enregistrées, donc si vous n'avez pas pu assister aux premières conférences, vous pouvez les écouter en ligne sur le site du comité d'histoire de la ville de Paris. Les 2 premières qui ont eu lieu ici au Petit Palais, mais aussi celle qui a eu lieu la semaine dernière sur les femmes et le Front populaire à l'Hôtel de Ville. Celle-ci sera enregistrée aussi si vous souhaitez la réécouter. Ce cycle de conférences a été proposé par le comité d'histoire en parallèle avec l'exposition à l'Hôtel de Ville, que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, consacrée au Front populaire des photographes. Vous pouvez y aller, l'exposition est ouverte, gratuite. Et la commissaire de l'exposition, Françoise de Noyelles, clôturera aussi ici le cycle de conférences consacré au Front populaire. Aujourd'hui, donc, le Front populaire, réforme coloniale manquée. C'est Claire Marino-Vert qui nous présente cette conférence. Elle est maître de conférence à l'IEP de Grenoble. Elle est spécialiste d'histoire coloniale, d'histoire du Maghreb. Et sa thèse, consacrée au socialisme en Algérie, est à paraître bientôt aux presses universitaires de France. Donc, vous pourrez éventuellement prolonger ce que vous apprendrez dans cette conférence par la lecture de ce livre. Bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici par ce beau temps dont j'ai cru comprendre qu'il était relativement exceptionnel en ce printemps de commémoration des 80 ans du Front populaire. Merci au comité d'histoire de la ville de Paris, en particulier à Marie Aigné pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici pour vous parler d'un aspect peut-être un peu périphérique ou marginal, en tout cas dans la façon dont on raconte l'histoire du Front populaire, de cet épisode, de cette période, la question de la colonisation et des colonies. Et j'ai donc intitulé, j'ai donné pour titre à cette conférence « Front populaire, réforme coloniale manquée » en référence au titre du livre de Daniel Guérin, « Front populaire, révolution manquée », sans point d'interrogation, qui paraît en 1963 et vient d'être réédité en 2013 aux éditions Agone. Et la thèse que défend Daniel Guérin, elle est connue, j'imagine, d'une partie d'entre vous. C'est celle qui consiste à dire que finalement, les organisations du Front populaire, Parti socialiste, Parti communiste, CGT en particulier, ont empêché, voire trahi la révolution en printemps 1936 en finalement négociant face à la vague de grève, plutôt que de profiter finalement de ce mouvement revendicatif, de ce mouvement social pour renverser le système, faire la révolution et instaurer le socialisme. Ce qui est un peu moins connu, c'est le fait que Guérin a aussi une forme de reproche à adresser au gouvernement de Front populaire en termes de politique coloniale. Daniel Guérin, c'est un membre de la gauche révolutionnaire, une tendance du Parti socialiste, SFIO, qui est exclu en 1938 pour créer autour de Marceau Pivert, cette figure de leader de Marceau Pivert, le Parti socialiste ouvrier prolétarien et paysan, le PSOP. Et cette rupture, elle revêt plusieurs dimensions. C'est une forme de rapport au marxisme et au communisme qui est différent. C'est une critique aussi de la politique de non-intervention dans la guerre civile espagnole qui amène cette rupture. Mais c'est aussi cette rupture a aussi une dimension coloniale, avec un désaccord en particulier sur la politique menée par le Front populaire dans l'Empire français. Guérin, en 1936, est encore membre, jusqu'en 1938, de la commission coloniale, qui est une commission qui, à l'intérieur du Parti socialiste, s'intéresse aux questions liées à l'Empire, qu'il critique très sévèrement dans son livre, puisqu'il il qualifie cette commission d'aréopage réformiste, assimilationniste et néocolonialiste. Dont il explique que cette commission est inopérante, puisqu'elle a de toute façon un rôle purement consultatif, que les soirs d'audace, dit-il, on sort quelques ordres du jour platoniques dont on s'émeut et que finalement on remise dès le lendemain dans les archives du parti. Et il a des traits très sévères également pour la politique coloniale des gouvernements de Front populaire. Et on peut se dire, finalement, avec le recul, que cette politique, elle apparaît peut-être dans la mémoire du Front populaire comme l'un de ses grands ratés, l'une des grandes déceptions liées à cet épisode, avec peut-être la politique de non-intervention dans la guerre civile, dans la guerre d'Espagne, et la question peut-être aussi du vote des femmes.
Et finalement, ce que je vais me poser comme question aujourd'hui, c'est de savoir si ce jugement très sévère, il est justifié en regardant finalement quelles ont été les promesses du Front populaire et en regardant si elles ont été tout à fait vaines. Alors, j'adopterai un plan en 3 parties, en traitant d'abord des promesses libérales du Front populaire, puis des espoirs déçus, et finalement, j'aurais pu m'arrêter là, en disant, en concluant un échec total du Front populaire, alimentant un discours sur lequel je reviendrai, celui qu'on appelle, celui des occasions manquées, qui consiste à dire qu'on aurait pu faire mieux et que peut-être la décolonisation aurait pu se passer dans d'autres conditions, voire ne pas se passer aussi totalement. C'est certes pertinent de dire que globalement ça a échoué, mais ça cache, je crois, aussi le fait que le Front populaire a eu lieu dans les colonies. Et qu'il a donné lieu à des pratiques politiques inédites qui remettaient en cause, en fait, le rapport colonial. Et c'est ce que je voudrais voir dans une 3e partie. Alors, d'abord des promesses libérales. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a 80 ans, quand le gouvernement Blum accède aux plus hautes responsabilités, enfin quand Léon Blum accède à la tête du gouvernement de la République française, cet événement, cette élection est saluée par les leaders de la population colonisée, par des gens aussi divers que Habib Bourguiba en Tunisie, Ferhat Abbas en Algérie ou Ho Chi Minh en Indochine, tous saluant l'idée qu'un gouvernement de Front populaire pourra coopérer avec les organisations de la population colonisée et travailler sans doute à une libéralisation de la structure impériale. Pourquoi finalement un tel enthousiasme ? Parce que les 3 partis qui sont au cœur de la coalition Front populaire sont vaguement identifiés avec une forme de réformisme dans le champ colonial, à des degrés très divers en fait. Parce que si on revient sur ces 3 partenaires, ils ont des positions en fait extrêmement différentes sur la question coloniale. D'abord, le parti radical, à la fin du XIXe siècle, est un parti qui est opposé aux conquêtes coloniales. On connaît le discours de Clémenceau face à Ferry en 1885, donc un parti opposé à la politique d'expansion des opportunistes à la fin du XIXe siècle, et dont on peut dire qu'il se convertit d'une certaine façon au fait colonial vers 1900, au début du XXe siècle, notamment en envoyant beaucoup de ses membres gouverner des protectorats, des colonies. Beaucoup de membres du Parti radical vont être des gouverneurs généraux. Les socialistes ont une position ambiguë, à l'image peut-être même de l'évolution de Jean Jaurès lui-même, qui en fait, dans ses premières prises de position, n'est pas du tout anticolonialiste, mais qui s'oppose à la campagne marocaine. Et finalement, le socialisme, globalement, en 1936, quand Léon Blum arrive au pouvoir, c'est un parti qui n'a pas une pensée très structurée en termes colonial, qui ne s'y intéresse pas beaucoup, en fait, quand on regarde les congrès. C'est pas une question qui vraiment revient régulièrement. Et ce sur quoi la plupart des membres du parti se mettent d'accord, c'est de dénoncer les abus de la colonisation, beaucoup moins le système lui-même. Mais il y a une position, on va dire, d'ouverture, de critique de l'arbitraire de l'administration coloniale, et puis une forme d'ouverture aux revendications de la population colonisée. Enfin, les communistes, au départ, sont fermement anticolonialistes, puisque l'une des conditions d'adhésion à la 3e internationale, l'internationale communiste, c'est la 8e, c'est la libération des colonies. Donc au départ, le communisme est purement anticolonialiste, et d'ailleurs dans la guerre du Rif, au début des années 20 au Maroc, le Parti communiste français fait passer des mots d'ordre d'incitation à la désobéissance pour les soldats français, et est fermement opposé à la répression et en fait favorable à l'indépendance du Maroc. Mais les communistes, eux aussi, évoluent, et finalement, dans la stratégie de rapprochement des partis antifascistes, cette revendication d'indépendance, elle est remisée, et les communistes, finalement, s'alignent un petit peu avec les socialistes pour vouloir des réformes, dénoncer les abus, mais ne pas remettre en cause le système colonial lui-même. Donc on a 3 partis qui, à des degrés vraiment divers, partagent une forme de critique du système colonial à minima. Mais si on regarde en fait le programme du Front populaire, il ne parle pas des colonies. Un seul point est soulevé, et il reste très évasif et assez léger, c'est la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation politique
économique et morale dans les territoires français d'outre-mer, notamment dans l'Afrique du Nord française et dans l'Indochine. C'est tout ce que dit le programme de Front Populaire sur la colonisation. Et donc finalement, ces espoirs qui apparaissent au début ne reposent plus ou moins sur rien, mais reposent sur la réputation de ces partis. Mais dès le départ, il y a une confusion, parce que juste après les élections et juste avant que le gouvernement entre en vigueur, le Parti socialiste SFIO fait son congrès national à Paris, dans la salle Huygens, donc à peu près il y a 80 ans, du 30 mai au 1er juin, et voté un manifeste au peuple des colonies, pays de protectorat et de territoires sous mandat, à cette occasion, donc fin mai 1936, quelques jours avant l'investiture. Et c'est un texte qui n'a rien à voir avec le programme de Front Populaire, qui est extrêmement ambitieux et qui fait l'objet d'un malentendu, puisque comme le gouvernement n'est pas un gouvernement socialiste, mais un gouvernement à direction socialiste avec Léon Blum, on s'imagine par défaut que ce que dit le Congrès national socialiste de 1936 va tenir lieu de programme, en fait, du Front Populaire. Et que dit ce manifeste ? Il explique qu'avec le Front Populaire, une ère nouvelle commence pour la France laborieuse, aussi bien que pour les peuples qu'elle associe à sa destinée. Donc les peuples coloniaux, les espoirs qu'a soulevé la victoire du Front Populaire, dit ce même manifeste, ne seront pas déçus. Toutes les iniquités, toutes les souffrances ne seront pas abolies en un jour, mais dès maintenant, les hommes de bonne volonté sont à l'œuvre pour vous apporter plus de justice et plus d'humanité. Donc ce texte, c'est une sorte de profession de foi, c'est un manifeste qui reste donc assez général, et me semble-t-il, c'est aussi une profession de soi. C'est comme ça que j'avais envie de l'analyser, parce que à travers ce texte, les socialistes disent ce qu'ils espèrent être, ce qu'ils croient être dans les colonies, des hommes de bonne volonté. Et c'est d'ailleurs un thème sur lequel on pourra revenir, qui traverse l'histoire des colonisations, autour de ce noyau socialiste, souvent instituteur, franc-maçon, appartenant à la Ligue des droits de l'homme, par exemple, qui se veut un acteur différent, en fait, un colonisateur de bonne volonté. Et c'est toute l'ambiguïté, en fait, de cette position, toute sa difficulté, d'ailleurs. À la suite de ce texte très large, voilà, très ouvert, mais peu précis, des revendications plus précises concernent l'Afrique du Nord. Cette Afrique du Nord, donc en particulier, l'Algérie qui est sous statut très particulier, puisque le nord de l'Algérie, vous le savez, ce sont 3 départements français, puis le Maroc et la Tunisie qui sont des protectorats. Dans ces territoires, le Parti socialiste explique qu'il faudra amnistier les prisonniers politiques, qu'il faudra abolir les lois et décrets d'exception, c'est-à-dire, pour l'Algérie, par exemple, le code de l'indigénat. Ils expliquent qu'il faudra également mettre en vigueur les libertés démocratiques de la métropole, comme la liberté de la presse de langue arabe. Également l'application des lois de scolarisation, avec l'instruction générale et obligatoire pour tous les enfants dits indigènes, l'application de la législation sociale, et en ce qui concerne l'Algérie en particulier, la suppression du gouvernement général, l'application de la loi de 1905 séparant les églises et l'État, qui n'a pas été donc appliquée en Algérie, et la représentation parlementaire, parce que l'Algérie, je vous disais, c'est un peu différent. Donc en plus de ces revendications, on demande finalement une assimilation institutionnelle totale. Demander qu'il n'y ait plus de gouvernement général, c'est demander en fait un rattachement complet de ce département à la métropole, comme finalement n'importe quel département, celui le Rhône, l'Isère, etc., de ne pas être finalement soumis à un régime dérogatoire qui fait que les lois ne sont pas appliquées directement, puisqu'elles passent par le gouvernement général, elles passent par des décrets qui peuvent totalement vider la loi de son sens, comme pour la loi de 1905, qui en Algérie, crée un clergé musulman, donc complètement à l'inverse de l'esprit de la loi de laïcité. Tous ces textes, et puis bien sûr la représentation parlementaire sur laquelle je reviendrai. Tous ces textes, c'est assez intéressant en fait quand on lit le compte-rendu sténographique du Congrès, sont adoptés sans débat.
Et en fait, à plusieurs reprises, même le président de séance est obligé de ramener l'attention, le public au silence, parce qu'en fait, c'est absolument pas ça qui compte à quelques jours de la prise de pouvoir. On parle de toute autre chose, on parle de politique générale, on parle évidemment des accords de Matignon qui vont être signés, on parle pas. Et finalement, ce texte est adopté très rapidement, sans débat. Et c'est pour ça qu'un des grands historiens de la colonisation, Charles-Robert Ageron, a parlé à la fois d'un retournement doctrinal, mais aussi d'un vote irresponsable avec ce texte, puisqu'il explique que finalement, ce catalogue de revendications aussi ambitieux que qu'apparemment impossible à mettre en œuvre, est voté sans débat, alors qu'il engage le parti qui est à la veille d'accéder au pouvoir, et il conclut très sévèrement qu'il s'agissait de promesses fallacieuses, indignes d'un parti de gouvernement. Et de fait, en fait, si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, ce sont les fédérations SFIO d'Afrique du Nord qui se sont joints à la commission coloniale pour produire ces textes, qui ont été adoptés absolument sans débat. Sauf que dans les colonies, on lit ça, et on se dit, ça y est, tout va changer. Et finalement, le Front populaire reste évidemment en deçà de cet ambitieux programme, mais il a quand même une politique coloniale réformiste. Alors, où en est-on au moment du Front populaire de l'Empire colonial français ? Petit point très rapide, puisque c'est un empire qui a de multiples statuts, des statuts donc variés entre les vieilles colonies que sont évidemment donc les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane, les comptoirs indiens, et les 4 communes au Sénégal. En fait, ces vieilles colonies héritées de l'Empire français à l'époque moderne sont pour le coup complètement rattachées à la métropole, ont le même statut, on y vote, on y envoie des députés au Parlement, quel que soit finalement son statut. Donc c'est un peu en dehors. Il y a également des colonies, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, les colonies de Djibouti, et évidemment les colonies d'Indochine, l'Indochine qui a donc 2 types de statuts, des protectorats et des colonies, puis Madagascar et les colonies océaniennes. 3e type de territoire colonial, ce sont les protectorats, où en fait la France n'est pas souveraine, elle signe un traité qui, dans le droit international, en fait, est un traité de protection qui théoriquement ne remet pas en cause la souveraineté des territoires. Donc en l'occurrence le Maroc, la Tunisie, mais aussi l'Annam et le Cambodge, donc dans l'Union indochinoise. Enfin, il y a des mandats de la Société des Nations qui sont confiés à la France après la Première Guerre mondiale, au Proche-Orient, Liban et Syrie, mais aussi les anciennes colonies de Togo et du Cameroun, et anciennes colonies allemandes, puisque évidemment ici ça n'était pas des colonies allemandes, mais les territoires arabes de l'Empire ottoman qui chutent à la fin de la Première Guerre mondiale. Dernier statut, celui de l'Algérie, qui est hybride, puisque tout le sud, en fait, l'immense majorité du territoire, mais qui est très peu habité, est encore soumise finalement tout au long de la colonisation à un régime militaire, le territoire du sud, tandis que seul le nord est soumis à un gouvernement civil, et que ce sont 3 départements théoriquement rattachés à la France. Cette complexité induit une forme de complexité également dans la façon dont on gère les colonies, les territoires coloniaux dans le gouvernement, dans tous les gouvernements, et en l'occurrence dans le premier gouvernement de Front populaire que j'ai pris pour exemple, puisque l'Algérie n'est pas considérée comme une colonie, et donc en fait elle dépend du ministère de l'Intérieur, et absolument pas d'un ministère des colonies, puisque ce sont des départements, et donc elle dépend d'abord de Roger Salingro, puis de Max Dormoy, et du sous-secrétaire à l'Intérieur, Raoul Lobo. Les protectorats et les mandats, comme ils ne sont pas considérés, comme ce ne sont pas des territoires français, ce sont des territoires sous souveraineté étrangère protégés par la France, ils sont sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, donc du ministre Yvon Delbos, et il y a un sous-secrétaire d'État, en particulier en charge du Maroc, de la Tunisie et des mandats français au Moyen-Orient, qui s'appelle Pierre Viennot, et qui est un ancien collaborateur du maréchal Lyautey au Maroc, et qui fait partie lui-même de l'Union socialiste républicaine. 3e ministère, c'est le ministère des colonies, donc pour les colonies que j'ai citées, AOF, AEF, Madagascar, et une partie de l'Indochine.
c'est Marius Moutet, et il y a également un ministre d'État, Maurice Violette, et un haut comité de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord qui est formé et confié à Charles-André Julien. Je voudrais revenir sur les figures donc, que j'ai mises en italique. Pierre Viénot, dont je vous disais tout à l'heure que c'était un collaborateur de l'UOT au Maroc, considéré comme, l'expression qui est utilisée à l'époque, c'est indigénophile, quelqu'un qui aurait des sentiments libéraux envers ce qu'on appelle les indigènes. Marius Moutet, c'est un socialiste du parti SFIO, et il est connu pour son approche libérale, lui aussi, des questions coloniales. C'est lui qui a rapporté la loi de 1919, qui, après la Première Guerre mondiale, donnait un droit de vote aux élections locales aux anciens combattants algériens et à une élite, en fait, masculine algérienne. C'est aussi quelqu'un qui appartenait au comité d'amnistie et de défense des Indochinois, et donc qui passait pour être sensible, là aussi, aux revendications des colonisés. Maurice Violette est très connu dans le cadre colonial. Il a été gouverneur général de l'Algérie de 1925 à 1927, appelé Violette l'Arabe par les colons, qui d'ailleurs finalement font pression pour qu'il soit rappelé. Il est également connu pour avoir produit un livre, pour avoir écrit un livre en 1931 sur lequel je reviendrai, L'Algérie vivra-t-elle, qui est un ensemble en fait de propositions de réforme pour l'Algérie. Enfin, Charles-André Julien, qui est à la tête de ce haut comité. Alors, ce haut comité, c'est une structure consultative, en fait un centre de documentation qui est censé proposer des solutions aux problèmes à la fois de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée, c'est-à-dire en fait des mandats proche-orientaux au gouvernement Blum. Et Charles-André Julien, c'est quelqu'un qui, là encore, a un passé colonial, puisque lui a passé son adolescence à Oran, s'est engagé au Parti socialiste, à la Ligue des droits de l'homme, jeune homme à Oran, a été élu conseiller général socialiste à Oran en 1919, est passé au communisme, est devenu délégué d'ailleurs de la SFIC en Afrique du Nord, avant de quitter le Parti communiste en 1926 et de revenir finalement à la SFIO. Donc on a certes un émiettement ministériel sans doute préjudiciable à la formulation d'une seule politique coloniale, et en même temps, on voit qu'à travers la présence de 4 personnes considérées comme des indigénophiles, puisque c'est l'expression qui est utilisée, le premier gouvernement Blum envoie des signes libéraux aux colonies. Et d'ailleurs, dès le mois de juin 1936, le congrès du Néo-Destour, le Néo-Destour, c'est le parti nationaliste tunisien fondé en 1934, exprime son préjugé favorable envers le gouvernement de Front Populaire, notamment à travers la nomination de Viénot comme sous-secrétaire en charge notamment de la Tunisie. Et donc ces nationalistes tunisiens se réjouissent de voir que l'une des priorités du gouvernement semble être la politique coloniale, et notamment l'épuration des administrateurs coloniaux. Parce que l'un des premiers axes de cette politique, ça va être de remplacer des gouverneurs. Sur 30 gouverneurs dans l'Empire français, 18 sont remplacés. Je sais pas, j'ai pris quelques exemples. En Indochine, Jules Brévier, qui, dès sa nomination, libère 1200 prisonniers politiques. En AOF, Marcel de Coppet. C'est assez intéressant parce que Marcel de Coppet, en fait, est un ami d'André Gide, qu'il rencontre quand il est chef de cabinet du gouverneur du Tchad. Vous savez que André Gide voyage, dit-il, au Congo, mais en fait en Afrique équatoriale française, notamment au Tchad, et revient et publie un acerbe Voyage au Congo en 1927, qui est une des premières critiques anticoloniales de la littérature métropolitaine française. Donc c'est un ami, Marcel de Coppet est un ami d'André Gide, c'est un ami également de Moutet. Il passe, alors là c'est une autre expression de l'époque pour un négrophile, donc c'est finalement l'équivalent d'indigénophile pour l'Afrique subsaharienne, dite à l'époque encore Afrique noire. Et lui accepte dès son arrivée la libération de 38 prisonniers politiques, et il est connu pour être le premier gouverneur général d'Afrique occidentale française à inviter des étudiants africains à déjeuner avec lui dans la résidence, dans le palais du gouverneur, et assister également à des fêtes religieuses musulmanes dans le cadre de ses fonctions. Au Maroc et en Tunisie, c'est un gouverneur général à la sinistre mémoire qui est écarté, Marcel Pérouton, qui a été de 33 à 36 en Tunisie, puis quelques mois au Maroc, qui passe pour un gouverneur
adepte de la méthode forte, de la répression, etc., qui est envoyé comme ambassadeur à Buenos Aires, et donc de nouveaux résidents généraux sont nommés au Maroc, en Tunisie. Auguste Noguès, au Maroc, ancien collaborateur lui aussi de Lyautey, qui est le premier résident général dès 1912, dont la politique, là encore, est considérée comme favorable en partie aux intérêts des Marocains. Et en Tunisie, Armand Guillon, qui libère et amnistie dès le départ les leaders internés du Néo-Destour, puisque ce Néo-Destour dont je vous parlais tout à l'heure, ces leaders ont été mis en résidence surveillée dans le sud de la Tunisie depuis 1934. Donc il y a une forme de d'épuration, c'est le mot qu'on utilise à l'époque, avant évidemment qu'ils prennent un autre sens avec la période de la Seconde Guerre mondiale. Et à cet égard-là, ces promesses, elles semblent tenues. En tout cas, il y a des signes très positifs qui sont envoyés. Autre type de réforme, le deuxième trait en fait qui caractérise la politique coloniale du Front populaire, c'est sa libéralisation. C'est le fait que le gouvernement étend un certain nombre de libertés en vigueur dans la métropole aux territoires colonisés. Je vous disais tout à l'heure que finalement, ni l'Algérie et a fortiori les colonies, même si elles pouvaient être considérées comme françaises, ne recevaient directement et sans modification les lois votées en métropole. Par exemple, la loi sur les accidents du travail votée en France en 1898 n'est pas mise en application, n'a jamais reçu de décret d'application dans les colonies. C'est chose faite en 1936. La loi le décret fixant la journée de travail à 8 heures de 1919 n'a jamais été appliqué dans les colonies, pas plus en Algérie qu'ailleurs. C'est chose faite en 1936. Donc ça, c'est une des grandes revendications du mouvement ouvrier européen local, c'est l'application de des lois sociales aux colonies. Donc il y a une forme de libéralisation avec l'application de ces libertés, de ces droits, qui est une forme d'assimilation, puisqu'il s'agit de réduire la distance finalement entre les territoires des colonies et puis le territoire métropolitain. Autre symbole de cette politique libérale, le fameux projet Blum-Violette. Donc, je vous disais tout à l'heure que Maurice Violette est nommé ministre d'État, et finalement, quand le gouvernement de Front populaire est connu, ce nom est sur toutes les lèvres en Algérie, parce qu'on connaît Violette pour avoir été gouverneur général, pour s'être opposé aux élus européens des délégations financières, et pour avoir proposé, dans un livre paru en 1931, L'Algérie vivra-t-elle, pour avoir proposé la représentation parlementaire des Algériens dits indigènes ou musulmans, sans abandon du statut personnel. Alors là, ça implique que j'explique un tout petit peu le droit de la nationalité, de la citoyenneté en Algérie. En fait, en Algérie, on assiste à une disjonction inédite dans le droit français entre nationalité et citoyenneté. Ils ne sont pas tous citoyens. Parce que les populations autochtones continuent à être régies par leurs droits religieux dans un certain nombre de dimensions de la vie maritale, par exemple, pour le mariage, pour l'héritage. Quand on est un juif d'Algérie, on est jusqu'en 1870, et le décret Crémieux qui fait passer les juifs dans la citoyenneté, on va au tribunal mosaïque. Quand on est un musulman, au tribunal coranique, et on est donc régi par un statut personnel qui permet en fait d'être, pour ce qui concerne finalement les affaires familiales, pour continuer en fait à être jugé selon son droit religieux. Voilà. Et donc, c'est la raison qui est utilisée pour expliquer que tous les Algériens sont des Français, mais ne peuvent pas tous être citoyens, parce qu'ils ne sont pas soumis au code civil et qu'on ne peut pas être un citoyen français quand on est polygame, par exemple, ou quand on pratique un héritage inégalitaire selon les sexes des enfants. Ce que fait Violette, et c'est tout à fait révolutionnaire, c'est qu'il lève cette hypothèse. Il dit on va faire rentrer dans le collège des citoyens une élite d'Algériens qui sont en fait des gens qui sont lettrés en français, des anciens combattants, des diplômés, des élus, des gens qui ont une forme d'acculturation à la France et à qui on ne demandera pas de renoncer au statut personnel. Parce que quand on était un Algérien, on était
Donc quand on était un Français musulman, on était français. Mais si on désirait voter au Parlement, avoir le droit de vote comme un Français citoyen, il fallait renoncer à son statut personnel en demandant, en faisant la procédure de naturalisation. Je suis bien consciente que c'est un petit peu compliqué. Je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et donc en fait, lui, il lève en tout cas cet obstacle parce que le statut personnel, on y tient beaucoup en Algérie, pas tant pour finalement être jugé par un juge musulman, mais c'est surtout parce que en fait, quand on y renonce, sa communauté en fait imagine qu'on renonce à sa religion, ce qui est tout à fait faux par ailleurs. Mais il y a le sentiment en fait que ces gens-là ce qu'on appelle improprement les naturalisés, parce qu'en fait ils sont déjà français, mais qui font la démarche d'abandonner leur statut pour pouvoir être citoyens, ils sont considérés comme des renégats, comme des gens qui tournent le dos en fait à leur communauté, ce qui fait qu'ils sont très peu à la demander en fait cette citoyenneté. Donc voilà, le projet Violette existe depuis 1931. Il l'avait déjà présenté d'ailleurs au Sénat dès cette année-là. Il l'avait expliqué dans un livre paru la même année. Et il est ressorti par le gouvernement Blum. C'est pour ça qu'il devient le projet Blum-Violette. Et il propose donc qu'environ 25 000 personnes deviennent électrices au même titre que les citoyens français, sans avoir à abandonner leur statut personnel. Finalement, c'est révolutionnaire dans la méthode, ça l'est pas tout à fait dans l'application, puisque le corps électoral français, c'est plus de 200 000 personnes en 1936 en Algérie, et donc 10% n'auraient jamais retourné les résultats des élections parlementaires. En revanche, c'est vrai que ce projet était susceptible de bouleverser des équilibres au sein des assemblées locales, en donnant également au conseil municipal un droit de vote semblable à celui des Français. Au Moyen-Orient, la politique est encore plus libérale puisqu'elle promet l'indépendance des mandats. On est dans un contexte d'indépendance, globalement, en tout cas de revendication très forte dans les années 30 au Moyen-Orient. En 1932, l'Irak est devenu indépendant sous la forme d'un royaume. L'Irak était un mandat, là encore, ancien territoire arabe de l'Empire ottoman, confié cette fois-ci à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui signe aussi un traité avec l'Égypte en 1936 qui accorde à ce pays une autonomie de fait très large, avec une présence militaire, mais une forme d'indépendance. Et c'est l'année également des grands troubles en Palestine, donc en 1936, et la France finalement se voit plus ou moins accepter de s'asseoir déjà à la table des négociations dès 1936 avec les Syriens et les Libanais. Et sont signés 2 traités dès septembre et novembre 1936 qui accordent l'indépendance au mandat de Syrie et au mandat du Liban, avec cependant quelques bémols, on va dire, puisque donc ces États deviennent indépendants, entrent à la Société des Nations avec 3 années probatoires. Au bout de 3 années probatoires, on laisse 3 ans finalement pour voir ce qui se passe et pour garantir une indépendance que l'on imagine plus sûre. Et ces 2 traités permettent aussi en fait à la France de garder une forme de présence militaire dans les 2 mandats pendant 25 ans. Donc il y a quand même une forme de garantie assez importante. Et là, je vous ai donc mis 2 timbres de la République libanaise et syrienne qui commémorent ce traité qui, en 1936, donc, leur accorde une forme d'indépendance. Donc en séparant Liban et Syrie et en permettant au Liban de devenir le seul pays chrétien du Moyen-Orient. 3e axe de cette politique, donc le premier c'était le remplacement des gouverneurs, le deuxième c'était ces grandes réformes libérales, voire révolutionnaires avec les traités d'indépendance. Le 3e c'est cette fameuse enquête parlementaire, puisque c'était le seul point qui au départ était présent, je vous le disais, dans le programme du Front populaire. Et la loi du 30 janvier 1937 institue une commission d'enquête dans les territoires d'outre-mer mise sous la direction de l'ancien député Henri Guernu, et qu'on connaît donc pour
plutôt sous le nom de commission Guernu, et qui devait faire le point sur les besoins et aspirations légitimes des populations habitant les colonies, les pays de protectorat et sous mandat. Voilà ce que disait la loi du 30 janvier 1937, qu'il y avait des besoins et des aspirations légitimes et qu'il fallait les étudier donc à travers cette commission. Cette commission, elle est composée de 37 hommes qui sont à la fois des parlementaires, des universitaires, des intellectuels et d'une femme, la journaliste Andrée Violis, connue pour avoir publié en 1935 Indochine SOS, et donc pour, là encore, se préoccuper très largement des problèmes des populations colonisées. Cette commission, en fait, se divise en 3 sous-commissions, Maroc et Tunisie, Afrique et Madagascar, et puis Indochine, en gros. Et je vous le disais, dès le départ, en fait, l'Algérie n'est pas une colonie, et donc, en fait, on s'émeut assez vite en Algérie du fait que cette commission, en fait, n'a pas l'Algérie dans ses prérogatives, et crée, au cours de l'année 1937, une sous-commission d'enquête en Algérie, présidée cette fois-ci par le député antillais Joseph Lagrosillière, qui fait partie de l'Union socialiste républicaine, et qui est donc envoyé en Algérie. Voici donc pour les grands axes de la politique du Front populaire dans les colonies. Et on va voir maintenant dans quelle mesure les espoirs soulevés par cette politique au moins libérale, voire réformiste, parfois révolutionnaire dans sa façon de fonctionner, ces espoirs sont assez largement déçus. Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, l'opposition des administrations locales et des populations également. Puisqu'il faut bien voir qu'il y a, et c'est le grand problème très souvent en fait de la politique métropolitaine dans les colonies, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'on vote et ce qu'on dit à Paris, puis ce qu'on applique sur le terrain, sur place. Plusieurs exemples. En Algérie, le gouverneur général qui s'appelle Georges Lebeau n'applique pas le décret de juillet 1936 qui permettait aux Algériens de voyager librement. C'est-à-dire de voyager librement vers la France, par exemple, mais aussi vers d'autres pays arabes ou des pays moyen-orientaux, de voyager librement dans le cadre du pèlerinage à la Mecque. Et finalement, en fait, ce décret, leur donnant la liberté de mouvement, ce droit basique, n'est pas appliqué par le gouverneur, malgré le fait qu'il ait été voté en France. Au Maroc, c'est la même chose à propos du droit syndical. En fait, on a étendu, le gouvernement de Front populaire étend le droit syndical à tous les habitants de l'Empire, mais le texte qui est voté au Maroc, le Daïr, parce qu'en fait, je vous le disais, le Maroc reste sous souveraineté marocaine, le sultan reste théoriquement souverain, et c'est pour ça que tous les textes de loi, en fait, ce sont des textes qui sont proposés par la résidence générale et qui sont signés par le sultan, qu'on appelle des daïrs. Et le daïr, qui était censé étendre la liberté syndicale à tous les Marocains, ne l'étend en fait qu'aux travailleurs européens. Et les Marocains continuent à ne pas avoir le droit d'être syndiqués. Et en fait, leur présence va être tolérée à la CGT, mais jamais légale. Le Front populaire a aussi maille à partir avec l'électorat local, l'électorat européen, qui en fait redoute que cette politique de Front populaire soit la porte ouverte à la fin de sa prépondérance, comme on disait à l'époque, et qui en fait redoute de se voir à terme menacé dans sa présence. Et c'est particulièrement le cas avec le projet Bloom-Violette. Je vous le disais tout à l'heure, c'est assez compliqué de le qualifier parce que dans la démarche, c'est révolutionnaire, parce que ça ouvre la porte à l'idée qu'on puisse être un Algérien musulman et voter et un citoyen. Parce que c'est certes que 24 000 personnes, mais ça ouvre cette porte et on peut s'imaginer, et c'est ce que s'imagine d'ailleurs une grande partie des militants locaux, que ce corps électoral va s'élargir. Parce que pour la première fois, on va permettre d'être assujetti à la loi coranique et citoyen français. En même temps, c'est pas révolutionnaire quand on voit qui ça concerne. Sur des millions d'Algériens, 24 000 personnes, donc on a environ 6 millions d'Algériens à l'époque, 24 000 personnes qui sont en fait plutôt des proches de la France d'une certaine façon,
qui ont pu aller à l'école française, être diplômés, ou des anciens combattants, c'est pas tout à fait révolutionnaire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est assez compliqué, ce projet Bloom-Violette, et que dans, finalement, le corps électoral total, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que dans certaines villes, avec une majorité démographique algérienne, comme Constantine, eh ben, ils allaient être majoritaires, même si ils n'étaient pas éligibles pour autant, hein. Ils n'auraient pas pu devenir maires de ces grandes villes. Bref, ce projet Bloom-Violette déclenche une opposition européenne extrêmement violente, à laquelle ne s'attend pas le gouvernement, parce que justement, il pense que c'est une réforme modeste. Et en fait, les élus européens d'Algérie se dressent puissamment, violemment contre cette loi, qu'ils accusent finalement de mettre en danger la population européenne, d'être un péril mortel pour la souveraineté française. C'est le texte qui est voté dès le 5 janvier 1937, donc 6 jours après le dépôt du projet de loi, par la Fédération des maires d'Oranie, d'où part la Fronde. Et finalement, l'année 1937 est une année extrêmement dense, extrêmement violente en Algérie, avec des oppositions entre partisans et détracteurs du projet Bloom-Violette, qui finalement n'est jamais mis en discussion au Parlement par le gouvernement de Front Populaire. Du fait de cette opposition, mais du fait aussi qu'il craint de rompre, en fait, le Parti radical n'est que peu enthousiaste en fait face à ce projet, et il craint de rompre la coalition avec le partenaire radical sur ce sujet du projet Bloom-Violette, qui, semble-t-il, donc, ne vaut pas la peine de prendre ce risque. Des oppositions s'élèvent aussi contre la ratification par le Parlement des traités d'indépendance dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a là encore les milieux coloniaux, mais aussi les milieux militaires qui refusent de donner l'indépendance au Liban et la Syrie, où la France a beaucoup investi. Il y a aussi des inquiétudes religieuses qui craignent pour le sort des populations chrétiennes une fois la France partie. Et finalement, devant l'ensemble de ces contestations et l'opposition du Sénat, le gouvernement Blum ne soumet pas le texte à ratification. Et quand il l'est, c'est en 1938, sous le gouvernement Daladier, il est rejeté. Donc le Parlement ne ratifie jamais ces fameux traités d'indépendance qui laissaient pourtant 3 ans puis 25 ans au Liban et à la Syrie pour être tout à fait indépendants, et qui attendront donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la commission Guernu, cette commission d'enquête, finalement, elle se met en place de façon très longue et problématique, notamment parce que certains membres, la nomination de certains membres suscite de vives oppositions. André Violis, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi André Gide, connu pour une forme d'anticolonialisme. Et puis, il y a un gros problème aussi, c'est qu'en fait, les voyages de ces commissions ne sont pas financés ou mal financés. Donc, en fait, il y a des sous-commissions qui ne vont jamais sur place. C'est un projet mort-né et qui est enterré, finalement, dès 1938, faute de crédits suffisants, voté par le Parlement. Enfin, troisième signe de déception et d'une forme d'échec, c'est sans doute le plus important, c'est la répression. En fait, cette politique libérale du Front Populaire, on a le sentiment qu'elle est en partie vidée de son sens par l'essor de la répression. Par exemple, donc pour prendre quelques exemples, en Tunisie, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, comme en métropole, on a des grands mouvements de grève à l'été 36 et en 1937, et en Tunisie, les incidents se multiplient et les grèves, en fait, la résidence générale fait appel à la troupe pour mater les grévistes. Il y a une trentaine de morts dans des grèves de mines de phosphate en 1937 en Tunisie, dans 3 incidents qui se suivent, à la suite desquels le congrès du Néo-Destour retire son fameux préjugé favorable dont je vous parlais tout à l'heure. En ce qui concerne la Tunisie toujours, finalement la politique qu'on imaginait libérale de Pierre Viénot et d'Armand Guillon ne l'est pas. En février 1938, l'interdiction est faite aux Tunisiens d'arborer leur drapeau, alors même que théoriquement il y a une souveraineté tunisienne qui est reconnue par le droit international public et par le traité du Bardo. Et au matin du 8 avril 1938, une grande manifestation est organisée, féminine d'abord,
qui est réprimée avec violence le matin et mixte l'après-midi. Et ce que demandent les Tunisiens, c'est purement et simplement l'indépendance. Ce qu'on voit sur les pancartes, c'est que on le dit, il faut au premier rang un gouvernement national, il faut un parlement tunisien, c'est-à-dire que en 1938, la revendication est clairement indépendantiste et les arrestations le soir du 8 avril 1938 sont nombreuses, ce qui fait que le lendemain, une manifestation est organisée pour protester contre cette répression. Et les forces armées et la police interviennent, tirent dans la foule, font 22 morts et 150 blessés. Et dès le lendemain, les dirigeants du Néo-Destour sont traduits devant le tribunal militaire. Le Néo-Destour est dissous, ses locaux fermés et la presse nationaliste suspendue. Cette journée du 9 avril 1938, donc celle de la répression de la manifestation de protestation, est d'ailleurs devenue la journée nationale des martyrs dans la Tunisie indépendante. Et c'est, si vous allez en Tunisie, il y a plein de noms de rues, d'universités du 9 avril. C'est cette date-là qui est une des grandes dates finalement de l'histoire et de la mémoire indépendantiste, nationaliste tunisienne. Au Maroc, en 1936, des émeutes sont également matées très durement et le comité d'action marocaine, qui est l'organisation nationaliste, est également dissoute et ses dirigeants jetés en prison. En ce qui concerne l'Algérie, là encore, le mouvement nationaliste, le indépendantiste est interdit. C'est l'Étoile nord-africaine, le parti de Messali Hadj, créé à Paris en 1926, et qui est le seul à demander l'indépendance. L'Étoile nord-africaine, elle est dissoute en janvier 1937, accusée de mener une action nettement dirigée contre la France. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est là que le Front populaire en matière coloniale commence à se craqueler, puisque cette dissolution suscite des protestations au sein de la gauche française. Quelqu'un comme Daniel Guérin, dont je vous parlais tout à l'heure, était un proche de Messali. À la LDH également. Enfin, c'est le début des remous internes et c'est pour ça que je vous disais que la scission pivertiste, elle joue aussi là-dessus parce que il y a des protestations de la part de certains socialistes contre la dissolution du parti messaliste. Qui est appuyé par ailleurs par le Parti communiste qui en fait redoute le fait que les messalistes recrutent complètement dans le même vivier vraiment dans le prolétariat à la fois immigré en France et algérien. Et finalement, la répression est telle que y a un exemple assez amusant que je trouve quand même assez parlant. Au Congrès national de 1937 de la SFIO, il y a un délégué qui est envoyé par les territoires du Sud, les territoires donc sous gouvernement militaire, qui est un délégué algérien, Ben Salem, qui donc va à Marseille au Congrès national, délégué par sa fédération, et qui au retour en Algérie est arrêté, condamné à 2 mois de prison, alors que le ministre de l'Intérieur n'est autre que Max Dormoy. En Indochine également, les emprisonnements reprennent, continuent. Un exemple paradigmatique, là encore, c'est un Indochinois qui écope de 3 ans de prison et 3 mois de surveillance administrative pour avoir lu publiquement la traduction d'une brochure de Léon Blum. Ou encore au Sénégal, une grève de cheminots en 1938 qui est dispersée par l'envoi de la troupe, qui fait 6 morts et 90 blessés. Donc vous voyez, finalement, on pourrait ici conclure dans ce premier... si je faisais un plan en 2 parties à l'échec du Front populaire dans les colonies, en disant il y avait des intentions, des espoirs libéraux qui ont été trahis, et puis là on dirait, voilà, Front populaire, révolution coloniale manquée. J'aimerais aller un petit peu au-delà et réfléchir à ce qu'a signifié le Front populaire dans les colonies. En parlant, là, pour le coup, de ce que je connais le mieux, l'exemple maghrébin, et en essayant de vous montrer comment, finalement, le Front populaire a pu avoir une forme de succès paradoxal. Parce que le Front populaire, il existe aussi dans les colonies. Et là, je veux le voir pas seulement comme... je veux pas seulement regarder la façon dont la politique française est appliquée ou non dans les colonies, mais voir ce que ça produit sur ces territoires, sur ce terrain-là.
Et en fait, on s'aperçoit que ces années-là, 36, 37 et début 38, sont des années où la ligne qui sépare les populations européennes et dites indigènes, colonisées, est interrogée pour la première fois. Et dans une certaine mesure affaiblie pour la première fois par les pratiques politiques qui se développent. En ce sens, je crois qu'on peut dire que le Front populaire n'aura pas été sans effet sur la politisation des colonisés. Ce qui se passe, c'est que à la fois en Tunisie, au Maroc et en Algérie, il y a une population coloniale assez forte pour qu'il y ait des fédérations locales de ces partis radicaux, socialistes, communistes, qui signent entre eux des accords de rassemblement populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fédérations entretiennent des liens plus ou moins proches avec les organisations politiques de la population colonisée qui existent à la même époque. Donc pour le Maghreb, en Algérie en particulier, je vous ai parlé de l'Étoile nord-africaine, mais les deux autres grandes organisations, c'est la Fédération des élus et l'Association des oulémas. En Tunisie, c'est le Néo-Destour. Et au Maroc, le Comité d'action marocain. Et en fait, les comités locaux de Front populaire vont collaborer avec des comités locaux de ces organisations nationalistes du Maghreb. En Algérie, par exemple, l'avènement du Front populaire crée le Congrès musulman algérien. En fait, alors qu'est-ce que c'est que le Congrès musulman algérien ? C'est une grande assemblée représentative des revendications de la population dite indigène, algérienne, dite donc également musulmane, c'est comme ça qu'il s'appelle Congrès musulman, d'abord algérien, qui est formé en juin 1936, donc après les élections. En fait, il existait depuis plusieurs mois cette idée entre en fait ces deux organisations, les oulémas et les élus, qui avaient pour projet de se rassembler dans un congrès commun. Sauf qu'il faut vraiment attendre les élections législatives de mois de mai pour que cette réalisation se précipite, et puis pour qu'elle soit aussi sans doute vue d'un bon œil par les autorités qui n'essayent pas de s'y opposer. Et le 7 juin 1936, le premier congrès musulman algérien est rassemblé à Alger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 types de délégués, en fait, qui sont élus par les comités locaux du congrès musulman, donc dans les différentes localités algériennes. Il y a donc des représentants de l'association des oulémas. Les oulémas, ce sont des savants de l'islam, mais cette association, elle peut tout à fait aussi faire appel à des gens qui bon, improprement, je vais utiliser le terme de laïcs, mais qui ne sont ni imams, ni fonctionnaires par exemple de la justice musulmane, ni enseignants d'école coranique, mais qui rentrent dans l'association des oulémas. Les élus, c'est cette fameuse population, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous disais au tout début que Marius Moutet avait rapporté le projet de loi de 1919 donnant un droit de vote aux Algériens dans les élections locales, donc conseil général, conseil municipal, et Djemaa, qui sont les assemblées dans les communes mixtes. Et en fait, ça forme jusqu'à 450 000 électeurs et des élus évidemment qui se regroupent. Donc ces deux organisations sont créées à la toute fin des années 20, début des années 30, qui regroupent les élus donc dits musulmans d'Algérie. Et il y a un troisième type de délégués, ce sont les Algériens qui font partie de la SFIO, du Parti radical socialiste et du Parti communiste, les militants. Et ça, c'est la nouveauté du Front populaire, c'est qu'il y ait des délégués venus des partis de gauche, puisqu'il y a des adhérents algériens dans ces différents partis. Et donc le premier congrès se rassemble à Alger et vote une charte revendicative qui est approuvée par l'ensemble des mouvements, à l'exception de l'Étoile nord-africaine de Messali, qui est elle indépendantiste. Et cette charte revendicative, en fait, ce qui est intéressant, c'est de la mettre en parallèle avec le programme, la charte, le cahier de revendications nord-africain du
congrès national de la SFIO de 1936, dont je vous parlais au début, qui demandait l'abolition de l'indigénat, etc. En fait, il est assez proche, ces deux programmes sont très proches, pour une raison assez simple, c'est que le congrès national s'achève le 1er juin, celui de la SFIO à Paris s'achève le 1er juin, le congrès musulman algérien se réunit le 7, les délégués ont le temps de lire le texte et ils reprennent mot pour mot certaines choses, comme le rattachement pur et simple à la métropole, la suppression du gouvernement général, l'abolition de l'indigénat, la création d'un fonds de chômage, qui sont donc tout un ensemble de revendications portées, semble-t-il, en tout cas par la SFIO. Cette charte, elle demande aussi la représentation parlementaire, l'application des lois scolaires et l'adoption de la langue arabe comme langue officielle à côté du français. Ça, c'est différent, ça n'était pas dans le programme SFIO. Mais finalement, la plupart de ces revendications sont compatibles. En gros, j'ai pas le temps de développer là-dessus, mais ce congrès musulman va vraiment être un moment créateur. Des comités sont créés partout en Algérie et se rapprochent donc des comités de Front populaire. Parfois, il y a même des comités de coordination qui sont créés pour travailler ensemble. On échange des tas de membres, puisque je vous le disais, à l'intérieur du congrès musulman, il y a des Algériens socialistes, il y a des Algériens communistes qui peuvent aussi faire partie du comité de Front populaire. Et en fait, ces années-là sont des années sur lesquelles j'ai travaillé pour ma thèse, dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui sont des années extrêmement nouvelles en fait en termes politiques, parce que le Parti socialiste commence à parler arabe, le Parti socialiste va dans les quartiers, dans les villes à majorité démographique algérienne, mais va aussi dans les quartiers algériens des villes. Lui qui organisait des apéritifs avec des anisettes se met à organiser des thés avec du thé à la menthe, rentre dans donc les cafés morts, ce qu'on appelle les cafés morts, change vraiment. Et au moment du Front populaire, il y a environ un 5e, un 6e des militants socialistes et communistes en Algérie qui sont des Algériens. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est un échec peut-être à moduler, parce que sur place, en tout cas, on reçoit ces textes et on y croit, même si l'application va être très très loin du compte. À travers les défilés également, donc évidemment ce sont des années de manifestations et la nouveauté en Algérie, c'est qu'à partir de 1936, les Algériens font partie des défilés. Ce qui en fait choque énormément, puisque vous voyez ici la manifestation du 14 juin 1936 à Alger, avec des femmes revêtues du haïk blanc, le voile d'Alger, et qui dressent le poing, donc dans une forme tout à fait nouvelle, on voit moins bien ce que montre bien, en fait, ce que dénote bien un article publié dans le bulletin L'Afrique française, qui est un bulletin colonialiste, où en fait le mois suivant ce défilé est décrit. Jacques Ladret de la Charrière écrit donc: l'islam obéissant à l'instinct grégaire a tendu son poing dans le vide, et pour une querelle de Roumis, les Roumis ce sont les Romains, c'est-à-dire les Français en arabe, et les meilleurs des croyants, attachés aux plus sévères traditions, ont supporté sans protestation le ridicule d'un défilé, au reste sévèrement surveillé de femmes indigènes. Visage hermétiquement clos, à l'exception d'un hiatus filiforme, par quoi leurs yeux aperçoivent à peine le soleil et la vie, et le poing tendu. Vous voyez que ce choc, il est visuel, il est politique. Finalement, cette figure, elle semble impossible. C'est une espèce d'hybride complètement ahurissant, en fait. Ce point levé du mouvement ouvrier allemand, puis européen, qui est ici marié à une tenue qui n'a rien à voir avec l'histoire du mouvement ouvrier européen. Je pense que d'ailleurs, il y a plein, on pourra en parler, il y a plein d'échos de ce type de questionnement dans l'actualité. C'est un choc visuel qui est un choc politique, puisque cette présence de femmes voilées au sein des cortèges, elle marque une forme de rupture sur laquelle, dont on ne peut pas douter, quelle que soit dans le fond la signification politique de cet acte. Les Algériens
font partie des manifestations, font partie des grèves, leurs femmes périodiquement s'y joignent. Ce qui crée, en fait, je vous le disais, ce sont des années extrêmement denses en Algérie, parce que à ces manifestations sont toujours associées des contre-manifestations, des échauffourées, un climat de violence politique très important, avec des émeutes à l'été 1936 à Bougie, à l'est de l'Algérie, l'actuel Béjaïa, au Sidi Bel Abbès, à l'été 36 à Oran, il y a un mort dans une manifestation de Front Populaire. Il va y en avoir 6 ou 7 sur la période, parce que en fait à chaque fois il y a des contre-manifestations. Un rassemblement national de l'Afrique, de l'Algérie française qui est créé un rassemblement national d'action sociale, pardon, ça sera pendant la guerre d'indépendance, qui s'appellera Algérie française, qui est créée pour finalement contrer le Front Populaire, qui est perçu pour aller vite, la droite locale comme anticolonialiste, ce qu'elle n'est pas. Mais c'est vrai que pour la première fois, les défilés sont mixtes, les grèves sont mixtes, on milite en faveur du projet Bloom-Violette. Il y a des comités, je vous le disais, de coordination entre le Front Populaire et le Congrès musulman algérien, des journaux de Front Populaire, Oran républicain puis Alger républicain, qui donnent des pages à des militants algériens qui peuvent être soit francophones, soit arabophones, et donc une page qui peut être écrite en arabe. Et d'ailleurs, et ce projet Bloom-Violette, qui est une immense déception pour les militants locaux, puisqu'ils se sont engagés pleinement pour le défendre sur le terrain, dans toutes ces fameuses manifestations dont je vous parlais, qui ont changé leur façon de militer et qui se sentent pour le coup trahis par le fait que le gouvernement de Front Populaire ne soumet jamais le texte à discussion au Parlement. Donc j'ai pris l'exemple de l'Algérie, mais la Tunisie est également un bon exemple, puisque en 1936 on compte 30 à 40 000 membres de la CGT, dont 3/4 de Tunisiens, qui, de concert avec les syndiqués européens, demandent l'application des accords de Matignon à la Tunisie, qui envoie une délégation de syndicalistes à Paris, ce qui n'échappe d'ailleurs pas au Néo-Destour, qui va créer la CGTT, la Confédération Générale des Travailleurs Tunisiens, pour en fait récupérer tous ces syndiqués et les mettre dans l'orbite du mouvement national. Ce qui n'empêche pas, là encore, des manifestations mixtes, et le fait que la CGT s'associe à des mots d'ordre de grève de la CGTT en 1937. Même chose au Maroc, où la Fédération socialiste du Maroc ouvre les pages de son journal, Le Maroc socialiste, aux militants nationalistes réprimés, quand leur presse est réprimée, et qui sont également saisis en 1937. Donc finalement, je crois que l'échec colonial du Front Populaire, il est à mieux définir. Parce que si on regarde la politique coloniale du gouvernement, il est relativement patent. Des lois généreuses qui ne sont pas votées, des traités d'indépendance qui ne sont pas ratifiés. Il y a une forme d'échec tout à fait, qu'on peut tout à fait considérer. Mais je crois qu'il est intéressant de voir plus loin, en termes de dynamique politique locale, le fait que ce Front Populaire peut être considéré comme un épisode plus ouvert, plus créateur d'une mobilisation inédite en société coloniale. Donc finalement, quel bilan peut-on dresser pour ces 29 mois de gouvernement Front Populaire aux colonies ? Promulgation des premières lois sociales, efforts pour limiter l'arbitraire administratif, mais aussi nouveauté des modes de mobilisation engendrés par cette période. Et je crois qu'on peut donc tempérer d'une certaine façon l'idée d'un échec total, ou en tout cas d'une action totalement nulle. Et l'un des exemples avec lequel j'aimerais finir, c'est celui d'une conférence qui est organisée par la Chambre de commerce de Dakar au début septembre 1937, et qui reçoit le premier agrégé
sénégalais, agrégé de grammaire, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, jeune professeur, en vacances dans son pays, alors qu'il est en poste en France, et qui traite qui fait une conférence sur le thème « Assimiler et ne pas être assimilé ». Donc cette idée qu'on peut assimiler la culture sans en être finalement l'objet passif, qui prononce le terme de négritude, pas encore celui d'indépendance, mais qui revendique déjà une identité, une culture africaine. Et finalement, on peut se dire que cette contestation ouverte devant la meilleure société de Dakar, puisqu'on est dans les locaux de la Chambre de commerce, elle aurait tout simplement été impensable et impossible quelques mois plus tôt. Donc le Front populaire, c'est aussi ça. Et finalement, son échec même va transformer le mouvement nationaliste. Donc parler d'échec, de toute façon, c'est peut-être pas très intéressant en histoire. C'est plus intéressant de voir en quoi cet épisode, s'il n'a sans doute pas finalement pris tous les chemins qui étaient ouverts, n'a pas été sans effet en fait sur l'histoire des colonies et l'histoire de l'Empire français. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence qui nous a fait effectivement sortir peut-être des sentiers les plus connus de l'histoire du Front populaire. Donc je vous invite maintenant, comme d'habitude, à poser des questions, toujours comme d'habitude dans le micro, de façon à ce qu'elles soient enregistrées et qu'elles puissent être écoutées ensuite par ceux qui écoutent la conférence en ligne. Voilà. Est-ce que pour résumer, on ne peut pas dire que la déception à l'égard des réalisations du Front populaire est pas due d'une part à l'opposition des Européens et d'autre part surtout au vent de l'histoire qui est qu'on va vers l'indépendance de toutes les colonies à plus ou moins brève échéance? Oui et non. En fait, oui, l'opposition des Européens, on en parle beaucoup. Et là-dessus, moi, je reviens un peu dessus, et c'est pour ça que, en fait, ce que vous dites est intéressant, parce qu'il y a aussi un vent de l'histoire. On parle souvent de l'opposition des Européens, on dit finalement, il y a eu des tas de propositions de réformes généreuses, et puis à chaque fois, la droite locale, la droite coloniale refusait. En fait, c'est une idée dont il faut un tout petit peu se méfier, parce que il faut quand même se rendre compte que l'histoire de l'Algérie a été écrite par des militants de gauche. Charles-André Julien, dont je vous parlais tout à l'heure, est devenu professeur d'histoire coloniale à la Sorbonne, et a écrit l'Afrique du Nord en marche en 1952. C'est vraiment, et c'est encore d'ailleurs un des grands travaux de référence. Et il intitule sa conclusion Les occasions manquées. Et c'est lui qui commence à expliquer qu'il y avait des super occasions de réforme et qu'à chaque fois elles ont échoué, notamment sur l'autel de la réaction européenne. Et en fait, c'est un petit peu des discours militants qui sont rentrés dans l'historiographie et qui ont été repris, puisque Charles-André Julien dirige la thèse de Charles-Robert Ageron, qui est le maître à penser de toute la génération suivante. Et finalement, ce sont des thèmes qui sont beaucoup rentrés dans l'historiographie, les occasions manquées, la réaction européenne, alors que dans le fond, si on y réfléchit, cette assimilation, elle était structurellement impossible. Prendre ces millions de colonisés, même rien que pour l'Algérie, leur donner le suffrage universel, appliquer toutes les lois sociales, après la Seconde Guerre mondiale, leur ouvrir les droits de la sécurité sociale, de l'État-providence en général. Est-ce que c'était pas structurellement impossible à l'échelle de l'Empire ? C'est ça qu'on peut se demander, et finalement peut-être un petit peu relativiser cette idée que c'est toujours la faute des colons et des administrateurs sur place, qui n'est pas forcément un alibi, mais voilà, une façon peut-être de détourner un tout petit peu l'attention. Je crois que l'échec de toutes ces mesures, en tout cas, ne peut pas seulement être imputé à cette mauvaise volonté des colons et des administrateurs. Et en termes de vent de l'histoire, oui, vous avez raison, même si, là encore, en tant qu'historien, on a du mal, historienne en l'occurrence, à dire que ça existe vraiment un vent de l'histoire, mais dans le contexte, enfin, pas encore de 36, même si, oui, l'indépendance de l'Égypte, celle de l'Irak, commence à certes, ouvre le bal des décolonisations. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que ce sera le cas, mais en même temps, ce vent de l'histoire, il a l'air de souffler différemment selon les territoires, et en particulier en Algérie, parce que on n'aurait pas eu une guerre aussi longue d'ailleurs, et si cruelle, si terrible, s'il n'y avait pas cette idée fermement ancrée que l'Algérie c'était très différent, que c'était la France, et finalement,
quand on considère que certaines de ces vieilles colonies dont j'ai parlé tout à l'heure font encore partie du territoire français, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles françaises, voilà, on peut se demander dans quelle mesure il y a tout à fait un vent de l'histoire, même si évidemment il y avait une tendance très nette après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où les deux grands, pour des raisons très différentes, à l'Est et à l'Ouest, sont plutôt opposés à la colonisation, en faveur donc de la décolonisation. Mais je parlerai moins d'un vent de l'histoire que d'une tendance lourde en fait et structurelle, contradictoire entre faire un État-providence en métropole et puis continuer à être un État impérial. Merci. En ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, il y avait encore des populations qui avaient peut-être la nationalité italienne ou espagnole. Alors comment ça se... Est-ce qu'ils étaient éligibles également à d'éventuelles réformes? Est-ce qu'ils abondaient? Est-ce qu'ils militaient? Est-ce qu'ils étaient à part? Et puis, alors, en ce qui concerne la Syrie et le Liban, j'ai pas bien compris. Le blocage, il s'est fait à partir de la France ou à partir des militaires en place Est-ce qu'il n'y avait pas les Anglais aussi qui ont venu mettre un peu leur pagaille, comme d'habitude? Alors, ce qui concerne les Anglais, je ne sais pas trop. En fait, c'est vraiment au Parlement en France que voilà, c'est à Paris, ouais, que vraiment il y a une grande opposition et des états-majors plutôt parisiens. En ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, vous avez tout à fait raison. Les populations européennes ne sont pas toutes françaises. Elles sont souvent italiennes en Tunisie. Il y a pas mal d'Espagnols au Maroc. Et alors, c'est assez compliqué parce que alors, du coup, elles continuent à être sous la protection consulaire de leurs États. Et en fait, elles ne sont pas considérées normalement par les législations françaises, même si le DAIR permettant la syndicalisation le permet pour tous les Européens, c'est-à-dire que les Italiens peuvent rentrer à la CGT au Maroc. Ces populations, socialement, oui, sont assez modestes socialement, mais politiquement peuvent être plutôt opposées en fait, au gouvernement de Front Populaire. En Tunisie, la colonie italienne est assez proche du fascisme. Assez sensible au fascisme. Je connais moins le cas marocain, mais par exemple en Algérie, très très grande population d'origine espagnole, en fait majoritaire dans le département d'Oran, qui en majorité est plutôt sensible, on va dire du côté sensible au franquisme, et partisane du pronunciamiento. Et donc c'est plutôt des facteurs de désordre en fait, parce que ces populations sont modestes. Certaines peuvent être tout à fait d'ailleurs faire partie du mouvement ouvrier européen, se syndiquer, etc., mais sont plutôt opposées en fait à la politique du Front populaire. Et globalement, ce sont d'ailleurs des populations que la France redoute un petit peu parce qu'elles échappent à leur juridiction et continuent, par exemple, à parler leur langue, à scolariser leurs enfants dans leur langue, ce qui est plutôt mal vu par la France. Merci beaucoup pour cette conférence. À ma connaissance, l'indépendance du Liban date de 1943, grâce au général de Gaulle, qui avait favorisé cette indépendance. En revanche, l'indépendance de la Syrie, c'est 1946. Comment expliquez-vous cette différence, ce délai entre les 3 ans, alors que ce sont presque les mêmes territoires, et c'était le même type de protectorat? Alors là, très honnêtement, le délai entre posez les une deux, colle. Il me semble que dates... le décret c'est 44. Moi, il me semblait que c'est le décret 44 et il doit être plus immédiatement. En Syrie, c'est... Oui, je pense qu'il met 2 ans à être appliqué. Et honnêtement, j'avoue un manque de culture à cet égard. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Je voulais vous demander si le Front populaire, finalement, n'a pas tout simplement manqué de temps. Et si, devant la montée des dangers, la guerre d'Espagne, Hitler, l'Allemagne, si, finalement, le problème, la question coloniale n'était mais pas devenue, au fil des mois, une question tout à fait secondaire. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je parlais de ces ratés ou de ces questions qui aujourd'hui nous apparaissent centrales. La question des femmes, la question du rapport avec les colonies ne l'était pas en fait dans les esprits des contemporains en majorité. Et en effet, ce sont des questions qui ne sont jamais passées au premier plan. On n'a jamais
imaginer qu'on pouvait sacrifier un gouvernement, une coalition gouvernementale à ce type de questions, parce qu'elles apparaissaient secondaires, et de plus en plus, vous l'avez dit, avec ce qu'on appelle souvent la montée des périls, cette question antifasciste qui vient finalement occulter toutes les autres. Et oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est une question de temps ou une question de ce qu'on appelait avant les mentalités. Cette idée qu'en fait, ça n'était pas si important que ça, ça n'apparaissait pas en tout cas au premier plan des préoccupations des métropolitains. Et c'est ce qui fait la grande différence avec les fédérations d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie qui disent mais il y a un problème, et qui quand ils viennent au Congrès, ils interpellent parfois très vivement leurs camarades passés désormais au gouvernement en disant mais c'est pas possible, pourquoi on ne fait rien, ce projet Bloom-Violette, pourquoi on le vote pas? Et finalement, oui, c'est une question secondaire pour les militants de la métropole. Oui, moi j'avais une question à poser. Est-ce que vous pourriez revenir sur le fait qu'il y ait des élus musulmans? Parce que vous avez parlé qu'il y avait un statut de 1919, et ensuite après vous nous aviez dit que donc, c'était le projet Bloom-Violette. Mais quels étaient ces musulmans, donc algériens musulmans? Est-ce qu'ils avaient renoncé à leur communauté? Alors, donc ce sont les subtilités du droit électoral algérien. Vous avez compris qu'il n'était pas simple. Pour être des élus musulmans, c'est bien qu'ils n'avaient pas été naturalisés. Puisque, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les historiens utilisent le terme musulman avec un certain nombre de précautions, et puis à l'écrit avec des guillemets, parce que ce terme n'est pas religieux. En fait, c'est un statut. Quand on est un Algérien, ça complique tout que j'utilise le terme algérien, mais parce que je peux pas mettre des guillemets à l'oral, donc c'est compliqué. Quand on est un indigène d'Algérie, on a deux choix, on est musulman ou juif, jusqu'en 1870, où tous les juifs sont faits citoyens, sans qu'on leur demande tout à fait leur avis d'ailleurs. Et puis donc, quand on est un indigène, on est forcément musulman, après 70. Mais on peut se convertir. Ce qui fait qu'il y a des musulmans chrétiens. Ça, on trouve ça dans les textes. Parce que musulman, c'est en fait un statut. C'est quelqu'un qui est français, mais qui n'est pas un sujet du droit, n'est pas assujetti au droit civil commun, mais au droit civil coranique. Et à partir de 1919, il y a, après la Première Guerre mondiale, cette idée que les Algériens se sont battus aux côtés ont été conscrits d'ailleurs, la loi de conscription de 1912, se sont battus aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale, et qu'ils doivent être, que l'impôt du sang doit être récompensé. Et donc on décide que ces Français indigènes, musulmans, vont avoir des élus dans les diverses assemblées locales. Alors, du coup, c'est cette fameuse ces loi de 1919 dont Mouter est rapporteur, même si ce qui va finir par être voté est assez en deçà de ce qu'il proposait lui. Dans les conseils généraux municipaux et dans les djemma, qui sont les... parce qu'il y a deux types de communes en Algérie, c'est encore plus compliqué. Il y a les communes normales, comme en métropole, qu'on appelle les communes de plein exercice, et les communes mixtes, qui sont des communes en fait où il y a une grande majorité démographique dite indigène, et où en fait il n'y a pas de maire mais un administrateur qui est mis à la tête de la commune. Et cette commune, souvent, ce sont des territoires énormes, parfois aussi grands qu'un département français, et dedans il y a des douars, qui sont des circonscriptions administratives, où il y a qui élisent des djemma, en arabe ça veut juste dire assemblée en fait, qui ont un rôle consultatif auprès de l'administrateur. Et ces gens-là, donc, pour être éligibles, doivent continuer, ne peuvent pas être naturalisés, sinon en fait ils rentrent dans le corps électoral, ils ne sont plus musulmans, même si par ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué, ça n'est pas un terme religieux, et pour autant, on peut être un musulman chrétien et on peut pratiquer être tout à fait pratiquant et ne plus être un musulman, puisque ce terme, en fait, désigne un statut civil. Et ils ne peuvent jamais être plus d'un tiers. Même, par exemple, à Constantine, où il y a une grande majorité, ou dans des villes comme Tlemcen, il y a une grande majorité d'indigènes, ils ne peuvent jamais être plus d'un tiers, et ils ne peuvent pas participer à l'élection du maire.
Et de toute façon, ils n'auraient jamais la majorité, même s'ils peuvent évidemment faire des alliances. Et ça dépend. Alors, de mémoire, c'est 450 000 personnes, donc c'est quand même pas mal, en fait, quand on regarde au niveau des hommes en âge de voter pour les Djema'a. En revanche, c'est moins, c'est autour de 100 000 pour conseil général et conseil électoral, et conseil municipal. Mais ça crée quand même, en fait, un corps d'élus dont sort le docteur Benjeloul, Ferhat Abbas, un premier... Enfin, voilà... un milieu socialisé, politisé, qui, dans les années 30, va porter les premières revendications de la population algérienne. Bon, alors on va donc conclure cette séance. Merci beaucoup, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Et donc la semaine prochaine, même jour, enfin vendredi 12h30, une nouvelle conférence donc, de Robert Frank sur, disons, la politique étrangère du Front populaire, enfin sur le Front populaire et la question du réarmement. Voilà. Merci.